Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on continue notre série en Côte d'Ivoire aux côtés des militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Regardez d'abord les titres du JT en images. Le pays de Beach est en deuil. Gérard Stocky, maire de Meisenthal et vice-président de la communauté de communes, est subitement décédé hier à son domicile à l'âge de 64 ans. Très investi dans la commune, il s'était particulièrement impliqué dans les travaux du site verrier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du fioul a atteint des sommets. Son prix a doublé en un an. Mauvaise surprise supplémentaire pour ceux qui se chauffent au fioul. L'aide de l'État depuis le 1er avril pour les carburants n'a pas été étendue au fioul. Pas de Pâques sans chocolat. À Götzenbrück, Manuel Bastian produit plus de 150 pièces par jour. Il a déjà commencé en janvier pour approvisionner des grandes surfaces. Les fêtes de Pâques représentent plus de 60% de son chiffre d'affaires annuel. La boxe anglaise a fait son grand retour à Sarreguemines avec un gala organisé samedi soir par l'AS Boxing Club. 11 combats amateurs et un combat pro se sont déroulés sur le ring du gymnase du lycée Henri Nominé. Le club sarregueminois a vu son nombre de licenciés baisser, mais les performances sont au rendez-vous. Faire du foot de manière intense dès le collège, c'est possible grâce à la section sportive du collège Jean Jaurès à Sarreguemines, une manière de développer son bagage individuel, technique et technico-tactique. En étant scolarisé dans cette section, les collégiens ont 2 séances d'entraînement par semaine, mais pour intégrer cette section, il faut réussir les sélections. Aujourd'hui, on fera aussi un focus sur la caisse d'allocation familiale avec notre invité du jour, Pascal Dalem, réélu président du conseil d'administration de la CAF de la Moselle le mois dernier. Bonjour. Bonjour. Et puis, merci beaucoup de participer à cette émission. On parlera aussi de politique avec David. Il y a eu une séance imprévue pour le conseil communautaire de la CCPB. Oui, Julia, c'est un point qui a déjà été abordé, mais il a été remis à l'ordre du jour. C'est le débat d'orientation budgétaire 2022 et je vous expliquerai pourquoi. Donc on saura tout en détail dans quelques minutes. Et puis regardez bien cette émission jusqu'au bout. On vous emmène en Côte d'Ivoire pour un stage commando au DIAL, le détachement d'intervention et d'aguerrissement lunaire, des images lagunaires, des images impressionnantes à découvrir tout à l'heure. On commence par l'actu et en cette saison c'est Pâques qui est la tête d'affiche et qui dit Pâques dit chocolat. Ce sont les produits phares pour ces festivités. Nous sommes allés dans l'atelier de Manuel Bastian. Il est chocolatier à Götzenbrück. Bien que cette période soit profitable pour son entreprise, le rythme imposé est particulier. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ils sortent de leur moule comme des petits pains. Lapins et œufs en chocolat sont les grandes stars en ce mois d'avril. Dans son atelier, le chocolatier Manuel Bastian en prépare tous les jours, car il n'a pas que des particuliers dans son carnet de clients. On commence à travailler déjà au mois de janvier, parce que je travaille avec des grandes surfaces pour pouvoir les livrer 6 semaines avant. Et les 6 dernières semaines sont quasiment consacrées que à la vente aux particuliers, aux magasins. C'est très dur, c'est quasiment 12 heures minimum par jour, samedi, dimanche inclus, jusqu'au vendredi saint. C'est un rythme effréné pour réussir ses quotas de production. Il fournit aussi les pâtisseries et les boulangeries du secteur. C'est une période importante pour cette entreprise familiale. Les fêtes de Pâques représentent plus de 60% du chiffre d'affaires, plus important encore que les fêtes de fin d'année. Rose travaille 8 heures par jour. Elle est ici depuis 3 ans. Elle s'occupe de peindre les moules. Au début, c'était pas évident parce que je ne suis pas du métier. Et j'ai tout appris. Et puis du coup, ça a mis un petit peu de temps, mais maintenant c'est bon. Le pli est là. Plus de 150 pièces sortent de l'atelier par jour et attendent Pâques pour pouvoir être savourées. Ça va être dur de résister jusqu'à ce week-end, mais bon. Et puis, dans la foulée du week-end de Pâques, mardi 19 avril, vous avez rendez-vous à 16h45 au Cinéma Forum à Sarreguemines pour une avant-première exceptionnelle du film C'est magnifique, en présence de Clovis Cornillac, réalisateur et acteur. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places sur le site www.lescinémaforum.fr ou à la caisse du cinéma. Et puis cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi tenter votre chance sur la page Facebook de Mosaïque Cristal pour gagner des invitations pour cette avant-première. C'est magnifique.
Tout n'est pas rose. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix du fioul a atteint des sommets. Si l'on compare le prix au litre entre le mois d'avril 2021 et aujourd'hui, il a tout simplement doublé. Les professionnels de la distribution de combustible voient rouge, tout comme leurs clients qui ne peuvent que constater l'explosion de leur budget de chauffage. Ghislain Schumacher a suivi une livraison chez un particulier. Louis part pour une nouvelle livraison. Il a rendez-vous chez Jean-Michel qui a souhaité faire l'appoint de fioul en attendant les beaux jours. Mais au vu des prix actuels, il ne remplit qu'un quart de sa cuve. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai pris que 500 litres. C'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je prenais ou 1000 ou 1500. J'ai quand même une cuve de 2000. Les 500 litres là, j'ai fait un bref calcul. Par rapport à la dernière livraison que j'avais eue fin décembre, 500 litres là me font une plus-value de 225 €. Et pour cause, le prix du litre était à près de 97 centimes au mois de décembre, contre 1,40 € aujourd'hui. Cette forte augmentation s'est déclenchée dès le début de la guerre. Le litre de fioul a même coûté jusqu'à près de 2 € au début du mois de mars. Un dérèglement du marché qui a provoqué une vague de commandes. La première quinzaine de mars, ça a explosé. Les gens ont un peu psychoté avec le conflit en Ukraine. Ils se sont dépêchés de commander et d'avoir leur litre de fioul si précieux. Même si les prix sont à la baisse actuellement, Louis et les 4 chauffeurs de ce distributeur ont des journées beaucoup moins remplies. L'État a promis une réduction de 18 centimes sur les carburants. On a même eu des clients qui ont annulé leurs commandes pour attendre le 1er avril. Et du coup, à notre surprise, donc, ça ne varie pas sur le fioul, mais que sur le gasoil, les essences et le gazole non routier. Pour continuer à attirer des clients malgré tout, les entreprises du secteur sont obligées de se serrer la ceinture. Chez ce revendeur par exemple, pour 1000 litres vendus, ce dernier ne réalise que 20 € de bénéfice. Le Pays de Bitche est en deuil. Hier après-midi, Gérard Stocky, maire de Meisenthal et vice-président de la communauté de communes du Pays de Bitche, est décédé. Il était à la tête de sa commune d'adoption depuis 2020 et s'était beaucoup investi dans les projets de Meisenthal. Retour sur son parcours avec Thibaut Desmerlet. Meisenthal a perdu son maire. Gérard Stocky est brutalement décédé ce lundi après-midi à son domicile. Il avait 64 ans. Il avait fait carrière à la DDE avant d'ouvrir une pizzeria à Montbronn. Il était aussi président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Meisenthal. Depuis son entrée au conseil municipal de Meisenthal en 2008, aux côtés de son prédécesseur, Pascal Andrès, Gérard Stocky s'est beaucoup investi pour le village, passant de conseiller municipal à premier adjoint pour le second mandat. Gérard Stocky avait ensuite mené la liste pour les élections municipales en mars 2020 et avait été élu maire de Meisenthal. Lors de la séance d'installation du conseil communautaire de la CCPB, le 15 juillet 2020, il avait été élu vice-président en charge des services techniques et de l'entretien du patrimoine bâti. À la tête de la mairie, son application s'est illustrée notamment dans les énormes travaux de refonte du site verrier. Jennifer Freund, sa première adjointe, assurera la fonction de maire par intérim en attendant des élections municipales complémentaires. Pour le moment, l'heure est au deuil et nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Un hommage sera rendu à Gérard Stocky lors du prochain conseil de la CCPB. Pour l'heure, on va revenir sur le dernier conseil auquel il a assisté dans la chronique de David. Vendredi s'est tenue une nouvelle séance du conseil communautaire au Pays de Bitche. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le plus gros, c'est le débat d'orientation budgétaire 2022, un point qui a déjà été abordé lors du conseil précédent, Julia. Alors pourquoi l'avoir remis à l'ordre du jour ? Alors une petite définition tout d'abord, le ROB, rapport d'orientation budgétaire, que voici, qui compte une 50aine de pages. C'est un document qui fait le point et montre les évolutions prévisionnelles de la collectivité au niveau financier. Lors du conseil précédent, Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, avait souligné le fait que le rapport d'orientation budgétaire devait être, selon la loi, communiqué aux élus de la collectivité avant la séance où a lieu le débat. La dernière fois, les élus ont découvert le rapport le soir du débat. Le président Suc a répondu qu'il vérifierait cette information et le cas échéant provoquerait une nouvelle réunion pour le remettre à l'ordre du jour. Et c'est ce qui est arrivé. Exactement, on prend les mêmes et on recommence. Retour à la case départ, ne touchez pas 20 000 francs ou 200 € si vous préférez. À savoir que la dernière fois, le point avait été adopté avec une seule abstention, mais cette nouvelle réunion a rendu le vote caduc. Alors que présente ce rapport d'orientation budgétaire ?
Alors très rapidement Julia, parce que j'en avais déjà parlé lors de la chronique précédente, vous pouvez la revoir sur notre site internet, c'est la même chose qui a été présentée par Marc-Antoine Vincent du cabinet spécialisé Challenge Public. Les recettes fiscales de la Comcom ont augmenté grâce aux aides de l'État. À la place de la taxe d'habitation, la collectivité touche actuellement une fraction de la TVA. Sa capacité d'autofinancement en revanche a baissé de 4% entre 2020 et 2021, puisqu'elle rembourse le prêt contracté pour le projet du site verrier de Meisenthal. Mais sa dette a également baissé. La Comcom affiche une capacité de désendettement de 6,3 ans en 2021 contre 6,6 ans en 2020. Et quels sont les projets pour 2022 ? Alors ils sont nombreux et ça va être difficile de tous les concrétiser cette année. J'en cite quelques-uns, je les ai également évoqués la dernière fois. Les travaux de réaménagement sont par exemple prévus au moulin d'Eschviller et également au Simserhof qui fête ses 20 ans de réouverture cette année. Il y a également un projet de piste cyclable sur l'ensemble du territoire. À Beach, la création d'un stand de tir, la construction d'une nouvelle piscine ou encore l'installation d'une maison France Service en place de l'actuel bâtiment Saint-Alor. Les chiffres que vous voyez sur votre écran sont indicatifs, ce sont des estimations et ne prennent pas en compte les subventions. Et cette fois, quelles ont été les réactions des élus ? Il y en a eu quelques-unes et notamment sur le projet de construction d'un bâtiment relais pour les entreprises à Rohrbach. Marcel Vogel, maire d'Ormersviller, a pris la parole, on l'écoute. Il y a marqué orientation à prendre, maintien au nom du projet. Donc ça voudrait dire que l'Assemblée pourrait décider si on maintient ou non le projet. Si je prends maintenant le courrier du représentant de l'État, donc le préfet, je fais juste la lecture. J'ai bien noté que ce dossier était totalement revu et l'opération telle que subventionnée abandonnée. L'avance versée 10 000 € fera l'objet d'une demande de remboursement. Donc pour moi, il n'y a plus d'orientation à prendre. L'affaire, elle est pliée, quoi. Nous avons pris la décision de vendre à Verissima, évidemment, conformément à son projet. Toujours est-il que pour l'instant, le projet, nous ne l'avons encore pas réceptionné, donc nous n'avons encore pas vendu, donc il n'y a encore pas de permis de déposer ni d'accorder. Et je pense que monsieur le préfet est très optimiste, et il a raison, et nous le sommes tous, et qui considère que, ma foi, Verissima, ça va se faire, et on y pense tous très fortement, et que donc, ce projet ne pourra pas se faire, ce qui est vrai. Et donc nous devons décider si ce projet nous le déplaçons, puisqu'il nous reste une subvention de la région, à Rohrbach ou ailleurs, ou si en définitive, si Verissima achète, ce projet est tout simplement abandonné. Oui, parce que Verissima souhaite s'installer à Rohrbach et acquérir le terrain sur lequel était prévue la construction du bâtiment relais. Entre ces deux possibilités, la priorité pour la Comcom, c'est de vendre le terrain à Verissima. Une autre réaction, cela concerne les charges de personnel qui ont augmenté entre 2020 et 2021. On écoute Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn. L'effectif a évolué de 4 personnes depuis début 2021. Et donc, ces 4 personnes, ça représente quand même pas 300 000 €, je ne sais plus combien d'augmentation du personnel. Qu'est-ce qui explique qu'on a cette augmentation de 300 000 € à peu près ? Il y a tous ces remplacements qu'on a dû mettre en œuvre dans le cadre du Covid, notamment sur les crèches, puisqu'il y a un moment donné, nous avions la moitié, voire les 3/4 des effectifs qui étaient en incapacité d'être là. Je crois que tout le monde conçoit à imaginer et à penser qu'on n'a pas été dans une démarche de revaloriser l'ensemble des personnels. On a aussi l'emploi Petite Ville de demain, certes qui est compensé, mais ça fera un effectif de plus. À cela s'ajoutent des créations d'emplois dans les services techniques, du numérique et de la santé, ainsi que la reprise du Simserhof par la Comcom, soit une dizaine de postes en tout. Un autre projet qui a suscité une réaction, l'étude sur les compétences eau, assainissement et GEMAPI. La GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Une étude qui a fait parler d'elle il y a quelques mois puisqu'elle a causé des différends entre les élus. Marcel Vogel est revenu sur le rôle du SDEA, syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle, vis-à-vis de la Comcom. On l'écoute. Nous sommes une collectivité. Nous missionnons un bureau d'études à plus de 130 ou 150 000 € pour auditionner une autre collectivité dans laquelle nous avons plus de 40 membres, 4 vice-présidents et un président. Ça me dérange énormément de faire ça parce que ne sommes-nous pas capables d'apprécier la bonne foi de cette autre collectivité dans laquelle nous sommes pleinement engagés, inscrits. Nous ne lançons pas une étude pour auditionner une collectivité en particulier.
nous lançons une étude pour faire un état des lieux des compétences que nous exerçons. Par exemple, la GEMAPI. Et ça tombe bien, puisqu'on a eu un débat très intéressant sur la question des fonds GEMAPI, de leur destination, fonctionnement, investissement, du coût réel, de ce qu'il nous faudra ou de ce qu'il nous faudrait. Cette étude devra y répondre. Je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, au travers de la fraîcheur de cette compétence, des recettes fléchées et des interrogations, de pouvoir avoir une analyse tout à fait objective. Ces études sont fortement recommandées par l'Agence de l'eau, qui reste le financeur unanime sur toutes ces questions. Une étude qui mènera donc sur la réflexion de continuer à travailler ou non avec le SDEA. Le débat d'orientation budgétaire, ou plutôt sa présentation, a ensuite été soumise au vote. Le résultat, c'est une voix contre, celle de Marcel Vogel. Et y a-t-il un autre point dont tu souhaites nous parler? Oui Julia, une fois n'est pas coutume, on en parle quand même souvent, c'est les ordures ménagères et plus particulièrement cette fois les biodéchets. À partir du 31 décembre 2023, il sera obligatoire d'avoir une collecte séparée ou de valoriser les biodéchets. Le sac vert est donc appelé à disparaître. La Comcom a décidé de mettre à disposition des foyers des composteurs individuels. Pour ça, deux options, des bacs de 300 litres pour les foyers de 1 à 2 personnes et de 600 litres pour les foyers de 3 personnes et plus. Le premier est gratuit, pour en avoir un second c'est payant, 32,96 € le bac de 300 litres et 58,74 € le 600 litres. À savoir qu'il y aura également une formation qui sera proposée pour l'utiliser. Il faudra s'inscrire aux différentes sessions proposées. Et cela prendra effet quand ? Bonne question Julia, mais la date n'a pas encore été communiquée. En revanche, dans certaines communes, des abri-bacs vont être mis en place. Il s'agit en fait d'une expérimentation. L'idée, c'est de ramener soi-même ces déchets verts dans les bacs, donc une borne d'apport volontaire en fait. Un système qui sera utilisé dans les logements collectifs qui comptent plus de 10 logements. Pour la collecte, elle sera hebdomadaire, comme c'est le cas actuellement pour les lieux de restauration. Pour cette phase expérimentale, 9 communes se sont inscrites. Berenthal, Binin, Bitche, Enchambert, Montbronne, Mouterrouze, Petit-Réderchin, Rohrbach et Saint-Louis. L'objectif, c'est bien sûr de réduire le volume des déchets exportés et donc leur coût. Alors ça, c'était un point qui était évidemment soumis au vote. Quel a été le résultat ? Le point a été adopté à l'unanimité. La prochaine étape maintenant, c'est demain avec le vote du budget primitif. Eh oui, ça c'est demain soir et donc on te retrouvera jeudi sur ce plateau pour nous résumer la séance. Merci beaucoup David. On passe au sport. Après 3 ans d'absence, la boxe anglaise a fait son grand retour samedi soir à Sarreguemines. L'occasion de soutenir 3 Sarregueminois qui évoluent en cadet et junior. Reportage de Catherine Henrich. 19 combats attendus et au final 12 seulement ont été disputés sur le ring du gymnase du lycée Henri Nominé suite à de nombreux forfaits. Pour le boxing club de Sarreguemines, c'est la reprise après une période difficile. Si les licenciés sont moins nombreux aujourd'hui, ils commencent à faire de belles performances. On retiendra que le plus jeune, Josué Paifer, est champion Grand Est chez les Benjamins. Mais ce soir sur le ring, il s'agit des cadets, juniors et seniors. Iblis Tristan, qui a fait match nul en 2e combat de soirée. En 5e combat de soirée, il y avait Paifer Enrique, mais il est tombé sur un gars qui avait un peu plus de combat que lui. Alors donc, comme lui c'était son 2e, il n'était pas assez de métier encore, mais c'est pas mal, il s'est bien débrouillé. Et on attend le 3e. Dans le coin rouge, Zagdou de Walid. Walid Zagdou évolue en junior moins de 69 kg. Face à un adversaire alsacien, il a fait la fierté du club pendant ses 3 reprises. Si la boxe n'a pas retrouvé son public samedi, malgré un match professionnel, les membres du club sont confiants dans l'avenir et sont heureux d'avoir repris une activité normale. Il y en a un autre qui est particulièrement heureux. On change de sport pour passer à l'athlétisme. Le Sarregueminois Michel Munch a réalisé un nouveau record de France. C'était samedi au meeting de Poitiers avec son guide Mathieu Leroux. L'athlète non-voyant a battu son propre record de France en courant 1500 mètres en 4 minutes 35, malgré un vent très fort. Un beau lancement de saison en extérieur. Prochain grand rendez-vous, l'Open de Paris et les championnats de France en juin.
Leur mérite n'en sera que plus grand. Malgré des conditions météo catastrophiques, ces écoliers ont passé les tests de sélection pour intégrer la section sportive football du collège Jean Jaurès à Sarreguemines. Julien Bidot et Guillaume Dumonteil sont allés à leur rencontre. Ils en redemandent. Ils pratiquent le football dans leurs clubs respectifs, mais veulent aussi jouer avec le ballon rond au collège. Ces enfants veulent en effet intégrer la section sportive football du collège Jean Jaurès. Pour ce faire, ils doivent d'abord passer les tests de sélection et montrer aux éducateurs du Sarreguemines Football Club ce qu'ils savent faire. Au programme de cette matinée de sélection, modifiée en raison des fortes précipitations qu'il y avait ce jour-là, jonglage statique, vivacité, conduite de balle et match de football. Mais attention, il ne suffit pas d'être un bon footballeur pour intégrer cette section, il faut aussi être un bon collégien et ne pas négliger ses leçons. Ce n'est pas tout de muscler ses jambes, il faut aussi muscler sa tête. Et il est temps de donner la parole à notre invité du jour, le président de la CAF de la Moselle. Pascal Dalem, en quelques mots, comment pourrait-on définir les missions de la caisse d'allocation familiale ? Alors, la caisse d'allocation familiale, elle intervient sur différents sujets. Les plus connus, c'est les allocations familiales, les allocations logement. Et puis, on paye aussi le RSA pour le compte du département. On paye aussi de l'allocation adulte handicapé. Et puis, on intervient auprès des familles pour tout ce qui concerne l'enfance, la petite enfance ou l'adolescence, c'est-à-dire du 0 à 18-20 ans. À l'échelle de la Moselle, actuellement, quel est le montant annuel d'aides versées et à combien d'allocataires ? En Moselle, il y a environ 190 000 allocataires, en sachant qu'un allocataire, plusieurs personnes peuvent en dépendre. Vous prenez un papa ou une maman qui est allocataire, a peut-être 2 ou 3 enfants à charge, a le conjoint à charge, et donc on a à peu près 50% de la population qui est couverte. Et ça représente environ 1,130 milliards d'injectés dans l'économie du département de la Moselle pour l'année 2020, ça représentait 1,130 milliards. Et on ajoute à cela 71 millions d'euros pour l'action sociale. L'action sociale, c'est la participation aux crèches, aux périscolaires, aux centres sociaux. On va en parler, mais si on revient aux allocataires, je voudrais savoir, est-ce que le nombre et le profil des allocataires a évolué en Moselle ces dernières années ? Le nombre a légèrement augmenté du fait de la prime d'activité, puisque j'avais oublié de dire que l'on versait également la prime d'activité, et comme les barèmes avaient été revus un peu à la hausse, forcément vous avez un peu plus de personnes, et le profil a effectivement changé suite à cette augmentation de la prime d'activité, puisque avant on avait plutôt des familles. Je prends l'exemple 2019, on était à 51% à peu près de familles, c'est-à-dire avec au moins un enfant à charge. Une personne seule ou en couple avec un enfant à charge, c'était à peu près à 51%. En 2020, ça s'est inversé un petit peu et on a 52% aujourd'hui de nos allocataires qui sont des personnes seules. Alors, nouveauté peut-être, mais question de circonstances liées à l'actualité mondiale. Est-ce que des aides de la CAF sont prévues pour les réfugiés ukrainiens qui sont en France ? Alors, à ce stade-là, il y a une note qui est arrivée du ministère comme quoi on peut verser l'allocation logement, à présent on peut la verser pour les réfugiés ukrainiens. Alors on va aussi au niveau du conseil d'administration sur nos fonds propres sans doute verser une petite aide pour l'installation qui sera minime, mais on y participera et ça devrait être le conseil d'administration de fin avril qui prendra cette décision. On a déjà une décision de principe au bureau, mais c'est le conseil d'administration qui pourra le valider. Alors justement, vous parlez de conseil d'administration, je voudrais qu'on parle aussi un peu de vous à la tête de ce conseil. Il y a un peu plus d'un mois, le 3 mars, vous avez été réélu président de ce conseil d'administration, donc de la CAF de la Moselle. Concrètement, en quoi consiste votre rôle de président ? Alors, quand j'ai donné le chiffre de 71 millions, c'est le conseil d'administration, c'est là-dessus qu'il va intervenir. Et donc, mon rôle au niveau de la présidence du conseil d'administration, c'est de fédérer un petit peu les différentes tendances, de trouver des solutions et d'être l'interlocuteur aussi vis-à-vis des élus qui, eux, montent un projet et auquel la CAF participe pour le financement.
C'est ça quelque part qui vous donne une certaine liberté, parce que je me pose la question, quelle est la marge de manœuvre de la CAF de la Moselle par rapport à ce qui est imposé, dicté au niveau national? Est-ce qu'il y a des actions, des projets, des aides que vous pouvez décider de mettre en place? Tout à fait. Alors, il y a effectivement les projets nationaux qui sont déclinés dans une convention d'objectifs de gestion fixée entre la CNAF, la Caisse nationale, l'État et... entre ces deux-là. Et ensuite, cette convention d'objectifs de gestion est déclinée au niveau du département. Donc il y a des choses qui effectivement ne nous sont pas imposées, mais qu'on nous demande de développer. Par exemple, c'est le nombre de places de crèche. Là, il y a des barèmes, c'est financé sur le budget national, on prend dans les 71 millions une partie du budget national, mais il y a d'autres choses, comme par exemple l'intervention pour le périscolaire, à combien on va aider la collectivité. Alors, par principe, on va aider tout le monde de la même façon, ne pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Oui, parce que justement, ce qu'on ne sait sans doute pas assez, c'est que la CAF ne fait pas que donner des allocations, des aides à des personnes. Il y a aussi tout ce système de cofinancement de projets, de participation financière, y compris au fonctionnement de certaines structures. Qu'est-ce qu'on a comme exemple sur le territoire de l'arrondissement de Sarreguemines ? On va prendre un exemple que je connais bien, c'est la création du périscolaire à l'époque à Rohrbach-les-Bitches, mais je pourrais aussi parler du centre social à Sarreguemines. Mais la CAF a d'abord appuyé avec le technicien CAF qui explique qu'est-ce qu'il faudrait en mettre en œuvre. Ensuite, donc, vous avez d'abord la partie technique, ensuite vous avez la partie financement de la structure, de l'investissement. Mais la CAF, quand on décide de financer une structure, on veille aussi à ce que cette structure puisse fonctionner. Et donc, la troisième partie, c'était d'abord le technique, le financement de l'investissement, et ensuite on intervient sur le financement du fonctionnement. C'est vraiment trois choses, ça forme un tout. Alors, au niveau des différentes structures, vous le disiez tout à l'heure, vous donnez un coup de pouce aussi aux crèches pour qu'il y ait plus de place dans les crèches. Ici, on a un exemple atypique, c'est la toute première crèche franco-allemande. Elle est en cours de construction. Mais de l'autre côté de la frontière, à Brébar. Alors depuis le début de ce projet, on entend parler de plein de complications administratives dans tous les sens, hein. Pas seulement liées à la CAF, mais il y a aussi une grande interrogation depuis le début. Est-ce que la CAF va pouvoir contribuer au financement, au fonctionnement du fait que c'est de l'autre côté de la frontière? Alors est-ce que cet imbroglio est démêlé? Est-ce que vous allez pouvoir venir en aide à cette crèche franco-allemande? Démêlé à ce jour, pas tout à fait, mais j'ai espoir, et c'est en bonne voie, que la CAF va pouvoir aider au fonctionnement puisqu'on n'a pas financé l'investissement. J'ai bon espoir, ce n'est pas encore tout à fait fait, mais j'ai bon espoir. Mais il y a des règles que la CAF doit respecter et auxquelles il est important qu'on veille, que l'on respecte, c'est notamment l'accueil de toutes les familles et aussi que l'on tienne compte des ressources des familles pour qu'une crèche soit accessible à tout le monde. On ne veut pas une crèche accessible qu'à qu'une partie de la population. Et si on arrive à se démêler de cela, on devrait réussir à pouvoir y participer, au moins sur le fonctionnement. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui comptent sur vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça sur ce plateau. Dans un instant, on part en Côte d'Ivoire, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, avec la fraîcheur de ce matin, il était préférable de porter encore un bonnet. Mais cet après-midi, c'est les lunettes de soleil qui seront de mise. Et si avec ces grands écarts de température, vous arrivez à attraper un rhume, c'est possible que cela vienne encore d'un autre problème, les allergies. Les plus sensibles connaissent bien cette période, mais il est important de différencier les différents pollens qui peuvent nous toucher pour mieux s'en protéger. De février à avril, ce sont principalement les pollens de cyprès qui touchent plutôt la région méditerranéenne. D'août à septembre, c'est l'ambroisie autour des Côtes-du-Rhône. Et en ce qui concerne notre secteur, ce seront plutôt les graminées d'avril à juillet. Et enfin les pollens de bouleau de fin mars à fin avril.
C'est donc de ces derniers qu'il va falloir vous protéger un maximum pour les prochains jours à venir. Et en ce qui concerne la météo pour demain, les nuages se montreront de nouveau plus présents et les éclaircies du matin ne seront que de courte durée. Mais rassurez-vous, pas d'averse au programme. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales toujours de 20 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Ida et il fera jour de 6h47 à 20h23. Passez tous encore une excellente journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Styrin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. On continue notre série de reportages réalisés en Côte d'Ivoire. Cette fois, découvrez les militaires du 16 en stage commando de haute intensité. Fatigue accumulée depuis une dizaine de jours et forte chaleur ne les ont pas arrêtés. Les pousser dans leur retranchement et consolider le mental, ce sont les objectifs de cette formation proposée au DIAL, le détachement d'intervention et d'aguerrissement lagunaire. La preuve en images avec Uranie Tozic et Yannick Sur. 12 jours plus qu'intenses et ces militaires sont exténués. Mais c'est le but de ce stage, dispensé au centre d'intervention et d'aguerrissement lagunaire de Côte d'Ivoire. Pour cette session, une vingtaine de militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied de beach foulent le sable sous 30 degrés. Pour cette ultime épreuve, ces hommes ont dû puiser dans leurs dernières ressources physiques et mentales. Sur les premiers jours de la synthèse, on est passé un peu par toutes les phases. On a marché, il faisait 45 degrés. On a marché également de nuit sous un orage où on a dû s'arrêter à cause des éclairs. Donc on est passé vraiment par toutes les phases. Marcher complètement trempé de sueur, d'eau, tout ça en remplissant les missions qui nous étaient données. Donc d'aller détruire des pylônes, des relais de communication en zone ennemie. Et en s'exfiltrant. Donc en fait l'état d'esprit maintenant, il faut qu'il reste agressif parce qu'en fait on est justement sur la mission continue. Le parcours se déroule en terrain ennemi. Accompagné d'un instructeur, il faut enchaîner efforts physiques, tir sur cible, combat au corps à corps avec la technique de haute intensité appelée C4. Allez, debout, reprends l'ascendant sur l'ennemi, Puis, le stage se termine dans la fosse. Environ 6 minutes de kickboxing et de lutte au sol. Voilà. Le plus difficile, c'est quand on se retrouve face à quelqu'un avec lequel on est habitué à se battre, justement, c'est d'arriver à faire un blocage psychologique et de basculer, faire la bascule et de se dire, ok, en face, il n'y a plus de camarades. Et je pense que c'est la phase la plus difficile. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle dans l'armée vulgairement verrouiller le cerveau, c'est tout bloquer et aller jusqu'au bout. Le principe, répéter les procédures pour que chaque geste devienne un réflexe, même en état de fatigue avancée. Allez, vous avez 10 secondes pour aller à la zone d'hélico. Allez, rapidement, allez, 10, 9, 8, 7. À cela s'ajoute la chaleur, le sable qui brûle la peau. Mais ce sont des situations qui collent à la réalité du terrain. Bien évidemment, on effleure la réalité. Donc il y a un proverbe qui dit « la sueur épargne le sang ». Donc c'est par rapport à ça que justement on va essayer de mettre un petit peu en difficulté de manière à essayer d'effleurer cette réalité, oui, effectivement. Ça y est, ils ont tenu bon.
et recevront presque tous leur nouvel insigne, appelé pucelle, de la main de leur chef de corps. 18 militaires de beach repartiront médaillés sur les 25 inscrits. Au-delà de s'améliorer seul et en groupe, ce brevet est obligatoire pour prétendre aux 2 autres niveaux de formation pour devenir instructeur. Par an, près de 500 stagiaires passent les portes de ce centre qui enregistre environ 90% de réussite, et ce, non sans peine et quelques égratignures. Et un nouveau sujet réalisé en Côte d'Ivoire est à découvrir demain sur Mosaïque Cristal. Et cette fois, vous y verrez aussi des enfants. Je ne vous en dis pas plus. À demain. Très bonne journée à tous.